Cette conférence de presse concernant la circulation des virus respiratoires et la situation dans les urgences au Québec. Au cours de la conférence de presse, il y aura 3 prises de parole. D'abord, le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ensuite, le directeur national de la santé publique, Dr. Luc Boileau. Et pour terminer, le président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec et urgentologue à l'Institut de cardiologie de Montréal, Dr. Gilbert Boucher. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Dubé. Merci beaucoup, Antoine. Alors, bonjour tout le monde. Premièrement, commençons par les souhaits d'usage, de vous souhaiter une bonne année, puis surtout, sans faire de gros jeux de mots, de la santé pour tout le monde. Alors, et j'espère que, dans certains cas, les gens ont pu prendre un petit peu de repos pendant les fêtes. On s'est vu justement avant de quitter vers le 20 ou 21 décembre, et on tenait à faire le point un peu sur ce qu'on avait dit à ce moment-là avec le Dr Boileau, autant au niveau de la situation pour les virus que pour les urgences. On avait dit que ce serait difficile dans nos urgences dans les semaines qui allaient suivre. Bien, comme vous l'avez constaté, je pense que le Dr Boucher pourra en parler tout à l'heure, ça a été effectivement très, très, très difficile dans nos urgences, mais comme je le dis souvent, on n'est pas ce qui se passe au Québec là, c'est pas spécifique, c'est à l'échelle du Canada. Puis malheureusement, ça ne nous aide pas de savoir ça, mais on n'est pas tout seul à vivre ces moments difficiles là dans nos hôpitaux. Bon, maintenant, je vais commencer par les moins bonnes nouvelles. J'ai dit que ça a été difficile, mais ça va continuer d'être difficile. Rappelez-vous, lorsqu'on regarde entre autres les 14 derniers jours. Puis Antoine, pour les journalistes qui sont avec nous, là, va circuler, si ce n'est pas déjà fait, un peu des tableaux pour donner quelques statistiques qui sont importantes à comprendre sur, entre autres, l'augmentation des volumes. Fait que je n'irai pas trop dans le détail, mais je dirais, puis on en discute beaucoup maintenant de ces statistiques-là au niveau de la cellule de crise. Je vais vous en donner quelques-unes. Je vous parle souvent qu'à peu près 10 000 visites en moyenne aux urgences par jour. Ce qui veut dire à peu près 3,6 millions de visites aux urgences chaque année. En ce moment, dans les 14 derniers jours, donc on fait une boucle de 14 jours qu'on met à jour à chaque fois, on a en ce moment 1000 visites de plus par jour dans les 14 derniers jours qu'on avait à la même période l'an dernier. Donc, on est passé de 9 000 à 10 000, premièrement. C'est beaucoup. Maintenant, quand on regarde ce 10 000-là, puis vous l'avez dans vos statistiques qu'on vous a données, on voit vraiment l'impact de la population. Donc, il y a non seulement une augmentation en termes de nombre, mais sur les 10 000 dont je parle, l'an dernier, à la même date, il y en avait 1400 qui étaient des personnes de 75 ans et plus. Et maintenant, dans cette période-là, c'est 1600. Alors, pour un urgentologue, c'est pas juste une augmentation de volume, mais de difficulté de cas, parce que les cas, plus nos gens sont âgés, plus les maladies chroniques sont importantes, etc. Donc, ça rend les cas non seulement plus nombreux, mais plus difficiles. Troisièmement, pour le même 10 000 personnes, à ce temps-ci l'an dernier, il y en avait à peu près 1000 qui venaient consulter dans les urgences pour les différents virus respiratoires. Vous allez le voir dans les statistiques qu'on vous donne aujourd'hui, c'est presque le double. Dans la même période, cette année, comparé à l'an dernier, c'est 1900. Ça veut dire que le même 10 000 personnes qui est venu consulter à l'urgence, il y en a 2 fois plus qui sont venus pour les différents virus. Puis là, on ne parle pas de COVID, on parle principalement des virus respiratoires, comme par exemple l'influenza. Puis ça, je pense que le Dr Boucher pourra vous en donner un peu de détails, mais le Dr Boileau pourra expliquer aussi où on est dans la courbe des virus qu'on avait discuté un peu au mois de septembre. Tout ça qui fait que, en sorte qu'il y a 2 choses. Parce qu'il y a un vieillissement de la population, on a ce qu'on appelle plus de P1, P2, donc les grandes priorités. Là. Les gens qui arrivent en ambulance, c'est difficile, c'est des cas presque de vie ou de mort, et des P2. Mais vous noterez aussi, puis ça, je pense qu'on le dit depuis le début, puis c'est un de nos gros enjeux, vous allez voir dans les statistiques qu'on vous donne, il y a encore peu
plus de 50% de nos visites à l'urgence qui sont ce qu'on appelle des P4, P5. Ça, c'est des visites qu'on aimerait être capable, pas d'éliminer complètement l'urgence, mais d'en enlever une grande partie. Parce que sur 10 000 visites à l'urgence par jour, si vous en avez 5 000, 5 500 qui sont des P4 et des P5, bien, c'est toutes des choses qu'on fait à l'urgence avec nos bons médecins qui sont déjà débordés, qu'on devrait faire ailleurs, entre autres, dans notre première ligne, avec, par exemple, nos cliniques médicales ou avec le service qu'on a mis en place. Donc, ça a été difficile dans les dernières semaines et ça va continuer d'être difficile. Alors, faut être très transparent avec la population. Puis, c'est particulièrement difficile dans la grande région de Montréal. Puis, quand je dis la grande région de Montréal, on le voit, là, il y a des endroits au Québec, là, je pense par exemple aux 3L, là, je pense la Naudière, les Laurentides, Laval, puis Montréal pour pas l'oublier. Alors donc, c'est là qu'on met beaucoup de travaux, mais s'il y a une bonne nouvelle derrière ça, c'est qu'on a passé à travers ces dernières semaines-là, pendant qu'il y a une bonne partie de notre personnel qui est en vacances. Faut se le dire, on n'a pas empêché nos gens d'aller prendre les vacances de ces 3-4 semaines-là, là, où on leur donne un minimum de vacances. Alors, le personnel revient principalement cette semaine et ça devrait aider un peu à améliorer la situation. Bon. Tout à l'heure, je vais laisser le docteur Boileau vous donner là, les tendances au niveau des virus respiratoires. Mais ce que j'aimerais vous dire, sans aller trop dans le détail, c'est qu'il faut continuer d'adopter les meilleures pratiques dans nos urgences. Le docteur Boucher me dirait qu'on ne fait pas ça assez vite. Je peux vous dire que je suis d'accord avec lui. Parce que malgré tout, je pense qu'on a réussi, puis je vais le résumer comme ça, on a réussi à éliminer certains impacts. Parce que des fois, on se dit entre nous, si on n'avait pas tout fait ce qu'on a fait depuis quelques années, après le gros blitz de la pandémie, bien, peut-être que c'est 12-13 000 visites qu'on aurait aux urgences. On en a 10 000, mais maintenant, les équipes, les PDG, ils ont été sur le terrain, puis ils font beaucoup, beaucoup de travail en mettant ces actions-là. Puis je vous le dis, là, même si on trouve ça difficile, puis que ça va continuer d'être difficile, je le redis souvent, je veux les remercier pour tout le travail qui est fait. Puis c'est pas uniquement, là, souvent on me le reproche, c'est pas uniquement les médecins, c'est pas uniquement les infirmières, c'est le personnel de soutien, c'est les techniciens, c'est les gens qui sont à l'entretien. C'est pas facile. Puis des fois, le personnel se sent un petit peu tout seul. Puis de dire, est-ce que c'est toujours nous autres aux urgences à payer pour ça? J'aimerais ça qu'on leur dise de temps en temps, vous n'êtes pas seuls, puis on va s'occuper de vous autres. Maintenant, dans les mesures qu'on a identifiées pour améliorer, basées sur l'expérience de la dernière année, parce que j'entends souvent qu'on dirait qu'on sait ce qu'on fait, mais ça n'arrive pas. Je pense qu'avec l'arrivée de M. Delamare, ce qui est clair pour moi, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, mais on a eu de la difficulté à implanter certaines mesures, souvent plusieurs de ces mesures-là. On a souvent parlé, entre autres, des mesures de surcapacité. Surcapacité, ça veut dire qui d'autre pourrait prendre la chaleur dans l'hôpital quand l'urgence déborde? Est-ce que c'est au niveau des chirurgies, etc.? Comment on peut faire monter des patients pour que les patients sortent de l'urgence? Entre autres, c'est des mesures qu'on appelle de surcapacité. Mais ce qu'on s'est rendu compte, puis là, M. Delamare, je pense que vous arrivez d'une réunion, il faudra en parler, donner des détails, il y avait une cellule de crise aujourd'hui, c'est comment éliminer, on sait ce qu'il y a à faire, mais on dirait qu'on n'est pas capable de travailler sur les bloquants. Qu'est-ce qui fait que la mesure n'est pas encore mise en place partout? Il y a des gens qui l'ont mis, qui les ont mis, mais il y en a qui ont... Ou qui a les leviers entre les mains pour être capable de faire arriver ou enlever les bloquants? Je résume ça comme ça. Et je vais laisser tantôt le docteur Boucher se faire plaisir puis vous dire pourquoi ça n'arrive pas. Maintenant, je vous ai parlé de l'urgence, mais j'aimerais dire, et ça, pour moi, avec l'équipe de M. Delamare,
Il y a 3 endroits, parce que quand on parle de l'urgence, je vous ai dit ça à la dernière conférence, quand on parle de l'urgence, on pense à l'hôpital. Mais si on ne règle pas les problèmes qu'on a en amont, entre autres la première ligne avec nos cliniques médicales, nos GMF qu'on appelle nos groupes de médecine familiale, il faut être capable de mieux réorienter. Fait que moi, je parle en première ligne, là, avant l'hôpital. Je vous donne un exemple d'une des mesures, c'est de réorienter justement les P4, P5 dont je parlais tout à l'heure. Alors que, j'ai expliqué, vous avez vu les statistiques, c'est pas normal qu'on ait encore 50% de ces visites-là. Imaginez-vous si on en enlevait 1000 des 5000 ou 2000. Mais il faut que quelqu'un les prenne. Et ça, il faut que ça se fasse au niveau de nos cliniques. Et pour avoir ces discussions-là, puis encore une fois, j'ai rencontré hier le docteur Amiot et son équipe avec qui on a une excellente collaboration, je le dis, là, je pense que les gens le savent. Depuis 1 an avec la FMOQ, ils sont en rencontre encore aujourd'hui avec l'équipe de Michel Delamarre, c'est pour ça que Michel n'est pas ici aujourd'hui. Et les rencontres qui se font en ce moment avec la FMOQ, on va faire la même chose avec la FMSQ. Comment ces professionnels-là puissent rapidement, avec des mesures concrètes, nous aider à enlever les P4, P5. Alors ça, pour moi, là, ça n'a rien à voir avec les urgences comme telles, mais ça peut nous aider dans les mesures dont je parlais. À l'hôpital, dans le milieu, au niveau des urgences, tantôt j'ai parlé de la surcapacité, mais il a été identifié, puis là j'en nomme une, mais dans le communiqué de presse, vous voyez, je pense qu'au total, on a à peu près 7 mesures. Mais une de ces mesures-là, c'est d'être capable de demander à nos médecins de travailler un peu plus ensemble. Puis je ne dis pas qu'ils ne travaillent pas ensemble, mais comment on peut libérer un lit plus rapidement parce que l'examen, au lieu de se faire le lendemain matin, bien, de relâcher le patient en fin d'après-midi, on l'aurait évité d'être sur la civière toute la nuit. Ça a l'air de rien, mais il y a des gens qui le font très bien, il y a des gens qui le font moins bien. Fait que cette coordination-là, qui est demandée par nos urgentologues, doit mieux se faire, puis c'est dans les mesures qui vont être concrètement discutées dans les prochains jours. Mais après ça, il y a l'hospitalisation. Donc, avant l'hôpital, dans l'hôpital, puis après l'hôpital. Vous avez vu qu'on a fait une annonce avant les fêtes, je vous l'avais dit, on achetait 500 places. 500 places pour être capable de régler une grosse partie de nos NSA, c'est-à-dire les gens qui sont guéris ou qui n'ont plus besoin d'être à l'hôpital, mais qu'on n'a pas d'endroit pour les mettre, le CHSLD n'est pas capable de les recevoir. On a mis ça en place, on a fait des contrats de gré à gré, j'aime pas ça faire ça, mais on l'a fait parce que c'était urgent de le faire. Capitale nationale, on l'a fait à Chaudière-Appalaches. Et là, voyez-vous, déjà en partant, on voit que nos NSA, c'est une des statistiques que je vous donne, est déjà en baisse d'à peu près 200-250. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on libère des lits à l'étage, puis on est capable de passer mieux aux urgences. Je vous dirais, je ne peux pas m'empêcher de faire un lien entre ce que je viens de vous dire qu'on est en train de faire, ce qui reste à faire, et c'est ça, pour moi, un exemple concret de la philosophie de gestion de Santé Québec qui s'en vient. Moi, je pense que on associe beaucoup, là, puis je ne ferai pas de critique sur les journalistes, on n'a pas le droit de faire ça, mais on associe encore beaucoup le PL15 à un changement de structure. Là, je suis en train de vous dire que les leviers, on en a besoin pour enlever les bloquants. Une grande partie de ces leviers-là vont nous venir de PL15. Et ce que j'ai demandé à l'équipe, c'est de dire, quand vous voyez que ces bloquants-là ne sont pas réglés, bien, dites-moi comment ça se fait qu'on n'est pas capable, parce que maintenant, on est capable, avec PL15, de les mettre en place le plus rapidement possible. Moi, j'appelle ça une coordination nationale, donc la coordination qu'on est en train de faire pour toutes nos urgences, mais en respectant les besoins locaux. Ça, c'est pour moi, c'est la philosophie de ce qu'on est en train de faire avec l'équipe de Michel Delamarre. Les orientations vont rester au ministère, mais par contre, les opérations coordonnées par des équipes dédiées aux opérations, bien, si le ministère va garder son rôle d'aviseur, mais de plus en plus, l'appui, comme les équipes qu'on parle, vont être dans les équipes de Santé Québec pour appuyer les opérations. Ça, ce n'est pas un changement de structure, va être très clair. Ça, c'est de la pure gestion, puis c'est ça qu'il faut commencer à faire. Maintenant, je
vous ai dit ce que nous, on est en train de faire, par les professionnels de la santé, par le ministère, puis tout ça. Mais vous, comme citoyens, vous pouvez aussi limiter la pression sur nos urgences. Et je sais qu'on a été un peu critiqués là-dessus pour dire « venez pas aux urgences ». C'est pas ça qu'on dit. Mais on dit, pour être capable de limiter la propagation des virus, parce que c'est une des causes de difficultés qu'on a, c'est d'être capable, justement, de non seulement vous faire vacciner, mais il y a des mesures de prévention au niveau de la propagation. On les connaît depuis la COVID, mais on dirait qu'on les oublie. On dirait qu'on fait moins attention, puis c'est sûr que durant les fêtes, il y a eu beaucoup de contacts, mais je veux juste le rappeler, qu'il est toujours important de bien se protéger et de surtout de ne pas utiliser ou de ne pas aller dans des groupes lorsque vous ne vous sentez pas bien. Continuez d'utiliser les autres options qu'on a mises en place. On peut penser aux 8 à 1, les autodiagnostics. Puis je vais laisser le Dr Boileau vous donner des statistiques sur les circulations des virus respiratoires parce que je pense que c'est important. Je voudrais juste dire un mot là-dessus. Pourquoi je veux qu'on soit transparent avec la population puis que le Dr Boileau vous explique que ça va être encore difficile? Parce qu'il y en a encore des gens qui peuvent aller se faire vacciner. On a obtenu des taux intéressants, je pense plus qu'intéressants, dans nos RPA et dans nos CHSLD. Mais de façon générale, notre population de plus vulnérables, les gens plus âgés, ils n'ont pas tout été. Puis je pense que si on veut mieux passer à travers ce qui va être difficile dans les prochaines semaines, je pense qu'il y a peut-être un dernier effort à faire du côté de la vaccination, et je dirais particulièrement pour l'influenza. Puis ça, je vais laisser le Dr Boileau en parler. Fait qu'en terminant, je remercie encore tout le monde, parce que c'est vrai que c'est pas facile, et surtout particulièrement ceux qui ont été à pied d'œuvre durant les fêtes, pour être capable de, malgré le contexte difficile, de servir les gens. Je pense qu'on est en train de prendre la juste mesure de ce qu'il y a à faire. On va continuer à mettre les meilleures pratiques en place, même si je regarde le docteur Boucher parce que je sais que c'est pas facile. Il vit à tous les jours dans ses urgences. Mais je pense qu'il faut être capable de minimiser l'impact sur nos patients dans ces moments difficiles-là. Ça fait partie de notre travail. Puis je tiens à remercier tout le monde pour l'effort. Je vais passer la parole au Dr Boileau. Merci. Merci beaucoup. Alors, beaucoup de messages ont été dits par M. le ministre, bien sûr. À mon tour de vous souhaiter une bonne année sous le signe, espérons-le, de la santé. On voit à quel point c'est précieux, puis c'est bon pour nous tous. Il y a des façons de la préserver. On y reviendra de façon plus spécifique aujourd'hui sur la question des virus respiratoires. Alors, l'année a commencé avec encore des difficultés d'accès ou de pression sur le système qui nous viennent beaucoup, pas exclusivement, mais beaucoup des virus respiratoires. Et ça a été dit à quelques reprises. Alors, je voudrais juste donner l'évolution actuellement des virus de façon générale. D'abord, il y a beaucoup de virus qui circulent. Vous le savez, il y a toutes sortes de virus qui circulent. Mais il y en a 3 qui portent notre intérêt plus grand. Bon, d'abord, celui de la COVID. Vous l'avez souvent entendu, qu'on était en montée de la COVID. On a quelques signes comme quoi la COVID, en termes de transmission dans la communauté, pourrait commencer à vouloir s'infléchir. On n'est pas dans une pente qui descend comme ça, mais on a des signes qui nous montrent que ça pourrait commencer à s'infléchir. Je voudrais vous dire qu'il y a au moins 3 millions de Québécois qui ont fait la COVID cet automne, là, jusqu'à aujourd'hui. C'est énormément de monde. C'est loin d'être la majorité qui ont été obligés de consulter à l'urgence ou dans le réseau, mais plusieurs, et parmi les gens qui sont ici, l'auront fait dans les quelques récentes semaines là, autour de l'automne. Et ça fait beaucoup de transmissions qui ont eu lieu. Ça va continuer, mais ça pourrait commencer à baisser parce que justement, une bonne partie de la population l'a déjà fait. Ça n'empêche pas qu'il faut s'y protéger, puis on va revenir dans 2 secondes là-dessus. Le deuxième, c'est le virus respiratoire syncytial, le VRS qu'on entend souvent. Celui-là, il est relativement une descente stable. Là. Ça affecte beaucoup les enfants. Donc, dans nos hôpitaux pédiatriques, on continue à avoir des enfants aux soins intensifs avec ce virus-là. Il y a beaucoup d'autres enfants qui le font, mais on a quand même des signaux comme quoi ça, c'est en train de baisser. C'est pas
à plat, c'est pas descendu comme on le voudrait, mais c'est en train de baisser. Pour l'influenza, le portrait est différent. La grippe, quand on parle d'influenza, on parle de la grippe. La grippe, ça continue à monter. Tous nos signes épidémiologiques nous montrent que ça devrait continuer encore à grimper pendant malheureusement les prochaines journées. Probablement qu'on va atteindre notre pic au cours du mois de janvier, mais la période va être difficile. On a un graphique, je ne sais pas si c'est possible de le montrer ici. C'est un graphique qui vous montre, il y a trois courbes que vous voyez. Je vais commencer par celle d'en bas. C'est celui de la COVID. Ici, en fait, ce sont les hospitalisations en provenance de l'urgence dans les derniers mois ou les dernières semaines. Donc, les hospitalisations en provenance de l'urgence. Et ce qu'on voit, c'est que la COVID, c'est relativement stable. Ça pourrait vouloir diminuer. Mais on a quand même actuellement autour de 150 patients, une cinquantaine de patients, par jour qui sont hospitalisés à cause de la COVID. Le plus souvent, des personnes vulnérables, plus âgées. Là, je pense que Dr Boucher connaît bien ça. L'autre courbe qu'on voit en bleu pâle, ce sont toutes les autres causes d'hospitalisation dues aux maladies respiratoires. Et si on les voit monter comme ça, c'est à cause des autres infections respiratoires, dont l'influenza. Alors, quand vous voyez la courbe qui est la plus foncée, bleue, ça vous montre où est-ce qu'on est rendu en termes d'hospitalisation qui nous viennent de l'urgence à cause de problèmes respiratoires. C'est énorme. Et cette charge-là, il y aurait moyen de la contrôler en faisant des gestes plus simples sur lesquels je reviendrai et bien sûr avec l'effet de la vaccination. Mais ça va finir par tourner, mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, malheureusement, on anticipe que le mois de janvier va continuer à être un mois difficile pour les infections respiratoires et en l'occurrence celui de la grippe ou de l'influenza. Alors, si on laisse partir le graphique, on comprend que les urgences sont particulièrement critiques, ça a été bien nommé, et on anticipe que ça va durer encore, pas juste le mois de janvier, que ça pourrait durer encore pour une partie importante de l'hiver, mais on devrait anticiper là, que ça va se mettre à baisser bientôt, espérons que ce soit en janvier, c'est nos prédictions. On n'oublie pas non plus qu'il y a une rentrée scolaire là, en ce moment, donc il y a eu beaucoup de congés scolaires, vous savez tout ça. La rentrée scolaire au cours de cette période-ci est toujours un moment propice pour la circulation des virus auprès des enfants et qui peuvent circuler dans la famille puis atteindre l'ensemble de la population. Donc, c'est un élément dont on doit nous tenir compte. Ça ne veut pas dire que tous les enfants vont être malades, mais je pense que les gens sont familiers avec cela. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la garde. L'hiver est commencé, ça paraît dehors en ce moment, et ça pourrait être plus long si on ne commence pas du bon pied, si on n'adopte pas à nouveau des bons réflexes de prévention. Et ici, là, je sais que je vais me répéter et que les gens disent que je me répète souvent autour de ça. Moi-même, je suis tanné de m'entendre le dire, mais c'est important si on veut avoir une espérance salutaire pour tout le monde le plus possible, puis pour l'ensemble, évidemment, de la population. Alors, pour nous aider dans l'effet sur les services de première ligne et en l'occurrence à l'urgence, on demande à tout le monde de bien s'assurer de protéger les personnes les plus vulnérables. Alors, ce sont les personnes aînées, les personnes qui sont les femmes enceintes, les très jeunes enfants et bien sûr les autres qui sont vulnérables, qui ont des maladies chroniques et il y en a quand même plusieurs dans la communauté. Donc, ces personnes-là sont les plus à risque de se présenter dans les salles d'urgence et en particulier les personnes âgées. Alors, c'est assez simple. Quand on fait de la fièvre, bien, on reste chez soi. Si on est capable de sortir, bien, on porte un masque pour la période où est-ce qu'on a des symptômes. Ça peut durer jusqu'à 10 jours après l'apparition des symptômes. Puis on évite les contacts avec les personnes les plus vulnérables comme celles qu'on vient de mentionner. Dans cette situation-là, il est important d'éviter les événements sociaux qui ne sont pas essentiels ou d'aviser les personnes qu'on va rencontrer qu'on pourrait être contagieux pour que le choix soit partagé. Alors, on rappelle aussi que le lavage des mains, ce n'est pas inutile, et particulièrement pour les virus respiratoires et l'étiquette respiratoire, c'est important pour limiter la propagation. C'est avec ça qu'on va inverser notre courbe plus rapidement. Et ça a été dit par M. le ministre, on ne peut pas plus insister là-dessus. La vaccination demeure pertinente en ce moment, même si on a des signes où on pense que dans quelques semaines,
Ça circule, c'est dangereux. On a 250 personnes là, qui sont hospitalisées à partir de l'urgence pour l'influenza seulement. La semaine passée, il y a à peu près 1500 personnes chez qui on trouve un diagnostic. Ça, c'est sans compter tous les autres chez qui on ne trouve pas nécessairement le virus qui circule. Donc, c'est important d'entendre que la vaccination que nous offrons pour la COVID, bien sûr, et pour l'influenza, c'est disponible partout. On a énormément de places disponibles et les gens, en particulier les plus vulnérables, et j'insiste sur les personnes les plus âgées, les femmes enceintes ou les enfants qui vivent dans des milieux où de très jeunes enfants, ça reste pertinent. Quand on se fait vacciner, le lendemain, on commence à avoir des effets bénéfiques sur le plan physiologique. C'est pas dans 2-3 semaines que ça va marcher, c'est tout de suite que ça peut répondre. Et encore plus que là, on a une influenza de type A, mais il n'est pas interdit de croire qu'on va en avoir un autre qui pourrait arriver. Je ne veux pas inquiéter M. le ministre et les autres, mais on voit ça des fois, là, un autre influenza, le B. Puis dans les vaccins qu'on donne, ça couvre l'ensemble pour cette année et on devrait être très efficace justement pour la qualité de ces vaccins-là. Alors avant les fêtes, on le soulignait que la circulation devait continuer certainement en janvier. On est rendu là, on vous le dit, les risques sont réels. Il n'est donc pas trop tard pour opter, je me répète, pour les bonnes pratiques, incluant la vaccination. Et les choix que les gens feraient, ben c'est bon pour eux, c'est bon pour leur entourage. Merci beaucoup de votre attention, et Monsieur le ministre. Dr. Boucher. Alors, on m'a demandé de faire un état des lieux sur le terrain des urgences pendant le temps des fêtes. Ça n'a pas été facile. Comme à chaque année, dans le temps, aux alentours de Noël, on a une petite accalmie. Ça a été très occupé entre Noël et le jour de l'an. Puis depuis les derniers 8 jours, là, on peut le voir, nos urgences débordent malheureusement. Ça a été une année, l'association, on manque déjà un petit peu de personnel. Il y avait le temps des vacances. Puis cette année, le pic d'infection d'influenza, les données sont sorties un petit peu plus tard, mais je peux vous dire que sur le terrain, on le sentait. Ça a commencé un petit peu avant Noël. Puis ça a vraiment pris son envol entre Noël et le jour de l'an. Puis maintenant, on le vit. C'est ça que Dr. Boileau nous confirme maintenant. L'année dernière, ça avait été beaucoup plus facile. On avait eu un pic à la fin novembre, début décembre. On avait toutes nos équipes pendant ce temps-là. Donc, ça avait été plus facile pour le mois de janvier. Cette année, c'est vraiment arrivé pendant le temps qu'on avait le moins de ressources. Là. Les gens de la santé, on a besoin de vacances aussi pendant le temps des fêtes. Maintenant, tout le monde est revenu. C'est pas nécessairement facile. Là. Nos soignants, on est fatigués. Il n'y a plus de chiffres de 8 heures. C'est des chiffres de 8 c'est tout le temps des chiffres de 10 à 12 heures. C'est pas facile non plus pour les patients, on les voit. Là. C'est plus des 2, 4, 6 heures d'attente. C'est des 6, 12, 18, 24 heures d'attente des fois pour voir un médecin. Alors, on remercie la population d'être patiente, mais c'est pas facile pour personne. Les prochaines semaines vont être difficiles. Dr. Boileau le mentionne, les virus sont encore là. On parle encore aujourd'hui de près de 60% de nos lits de nos urgences qui sont pris par des patients hospitalisés. Plus que 1000 Québécois là, qui dorment dans nos urgences, qui auraient besoin d'être hospitalisés. Beaucoup, malheureusement, qui dépassent même le 48 heures. Comme M. le ministre le mentionnait, là, oui, on a des rencontres de la cellule de crise. Il y a eu beaucoup d'interventions pendant le temps des fêtes. Malheureusement, je peux vous dire que mes collègues n'ont pas vu beaucoup d'effets de ça, puis c'est vraiment désolant. On va changer notre approche, on va attaquer des problèmes de manière différente. On le sait, il faut faire mieux. C'est vraiment pas facile en ce moment, mais avec le pic d'influenza au moment que c'est arrivé, depuis lundi, on a toutes nos équipes, mais il faut faire mieux parce qu'en ce moment, on peine à servir la population de manière adéquate. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la période de questions pour les journalistes. Donc, je vous inviterai à vous nommer votre média également à qui la question s'adresse. Et étant donné le temps, je vous demanderai de vous limiter à une question, une sous-question. Bonjour à vous trois, Alice Girard-Bessé de La Presse. Ma première question s'adresse à M. Dubé. Vous avez mentionné l'augmentation des cas de virus respiratoires dans les urgences et vous avez invité la population à se faire vacciner. Pourtant, à l'heure actuelle, la RAMQ couvre pas le vaccin contre le virus respiratoire syncytial, contrairement à l'Ontario qui l'offre gratuitement aux personnes à risque de 60 ans et plus. Dans le contexte, pourquoi vous ne l'offrez pas également aux Québécois à risque? Dr. Boileau. Nous savons que ce vaccin est disponible depuis à peu près 2 mois. Par une entreprise. Une autre entreprise a ajouté un autre vaccin dans le même objectif et pouvant protéger aussi les femmes enceintes. Nous n'avons pas actuellement les données qui nous permettent de juger que ce vaccin-là est efficace pour une approche populationnelle. Nous avons confié à notre équipe d'experts, le Comité d'immunisation du Québec, qui est présidé par la Dr. Caroline Quach, que plusieurs connaissent. Ce sont de grands experts qui étudient
cette question et les données seront au rendez-vous au fil des prochaines semaines et des prochains mois. Et nous recommanderons au ministre, s'il y a lieu, de procéder à une ouverture plus large au cours des prochains mois. Mais pour l'instant, nous ne suggérons pas au gouvernement de couvrir ça. Si les gens veulent se l'en procurer, bien sûr, c'est disponible pour eux, mais comme une approche populationnelle, nous ne croyons pas qu'à ce stade-ci, ce soit justifié. Et pour Dr Boucher, qu'est-ce qui explique que la situation dans les urgences soit tendue particulièrement dans le Grand Montréal? C'est pas clair, mais effectivement, dans les autres régions, surtout à Québec, on le voit, l'Hôtel-Dieu de Lévis, ils ont beaucoup de visites, puis c'est pas aussi occupé dans le CHUC. Même chose pour Sherbrooke, Chicoutimi, les autres régions. Il semblerait, sur le terrain, on a senti l'influenza peut-être un petit peu plus tôt je parle Joliette, Le Gardeur, ces régions-là, on a senti qu'il y avait le virus qui était là plus tôt qu'ailleurs, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui influencent. Là. On parlait du flot hospitalier, tous les processus. C'est pas juste l'influenza qui cause le problème en ce moment. Là. Il y a beaucoup d'autres problématiques. Alors oui, c'est plus difficile pour la région de Montréal, la rive sud, la rive nord. C'est souvent des niveaux critiques en ce moment. Bonjour, Denis Couture de Cogeco Nouvelles. Bonjour, M. Dubé. Ma question s'adresse à vous. Vous disiez avant les fêtes qu'il ne fallait peut-être pas aller à l'urgence pour certaines raisons qui pourraient être moins importantes, des raisons, des causes qui feraient en sorte que l'urgence est bloquée. Là, vous l'avez démontré aujourd'hui avec les P4, P5 là, qui représentent presque la moitié des cas qui se présentent à l'urgence. Ma question est à savoir, où est-ce qu'on trace la ligne? Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ben le ministre dit de ne pas aller à l'urgence. Parfois, on peut échapper des cas qui pourraient se compliquer. Où est-ce qu'on trace la ligne dans tout ça? Peut-être la meilleure, Dr Boucher, je vous laisse peut-être commencer avec ça parce qu'on en a beaucoup parlé, puis peut-être je reviendrai pour conclure, mais j'aimerais ça que le Dr Boucher vous donne un peu plus une réponse, je dirais, médicale là-dessus. Là. Fait que, premièrement, oui, on demandait aux Québécois de ne pas venir se présenter aux urgences s'il n'y avait pas des conditions urgentes, mais à chaque fois, on le mentionne toujours, qu'on est toujours ouvert pour les patients qui sont malades, qui se sentent pas bien. On s'excuse si le message n'a pas été clair, mais à toutes les fois qu'on disait de ne pas venir, on le mentionnait de venir. Fait que ça, je veux juste qu'on mette les choses au clair. Deuxièmement, c'est sûr que la plupart des gens qui ont critiqué ça, c'est des gens d'Ottawa, de Vancouver. Je vous dirais que c'est loin de vivre qu'est-ce qu'on vit au Québec, des urgences à 200%, des patients qui passent 2-3 jours sur les civières, des salles d'attente de 110 patients, 50% des patients de la salle d'attente qui repartent sans voir de médecin. Je peux vous dire, c'est pas des choses qui vivent à Vancouver. Puis finalement, devant la congestion des urgences, on a pris la décision de vraiment demander à tout le monde de faire sa part. Puis oui, on demande à la population de faire leur part, puis c'est le message qu'on leur a livré. Mais sachez que c'est vrai que quand on parle aux urgentologues, mon groupe, si on veut, c'est pas ça qui va solutionner tout le problème de la congestion. C'est le flot hospitalier, comment qu'on sert des lits. Puis je peux vous dire que dans les réunions, c'est de ça qu'on parle. Mais oui, on a demandé à la population de faire leur part parce que devant l'ampleur du problème en ce moment, il faut vraiment que tout le monde nous aide. Mais je pense que, et je l'ai mentionné tout à l'heure, merci beaucoup, Dr Boucher, mais ce que je rajouterais, et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de ce qu'on peut faire avant l'urgence. Puis avant l'urgence, puis je vais demander au Dr Amiot et à son équipe là, de revenir peut-être dans notre prochaine rencontre quand on fera le point. Ça veut dire quoi un P4, P5? Comment la GMF peut nous aider justement à mieux expliquer? Quand on parle de l'autodiagnostic, on en a parlé un petit peu avant les fêtes, ça veut dire quoi de s'auto-évaluer pour dire, effectivement, là, j'ai tous les symptômes de la grippe, puis un peu comme Dr Boucher disait, ça me donne rien d'aller à l'urgence, j'aurais pas plus un traitement là. Alors ça, j'ai demandé au Dr Amiot, là, puis c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a une réunion en ce moment justement là-dessus, pour aider dans la communication aux gens à mieux s'auto-évaluer pour que si on est capable d'enlever 1000 ou 2000 P4, P5 qui ne viendraient pas aux urgences, déjà on donne un gros coup de main. Fait qu'on ne dit pas de ne pas venir, mais on dit juste de ne pas venir pour certains cas. Et c'est peut-être là qu'on a besoin de mieux communiquer aux Québécois. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Je veux juste terminer. En tant qu'urgentologue, c'est évident qu'on ne veut pas demander aux gens de ne pas venir aux urgences. On est là pour les aider. C'est important de le comprendre, mais qu'est-ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que si vous allez être un P4 ou un P5, quand nos urgences débordent comme en ce moment, vous n'allez probablement pas être qu'on dit, essayez de faire un petit peu d'auto-soin puis de nous aider, mais on est toujours ouvert pour tout le monde, ça c'est clair. Puis, excusez-moi, là, Antoine va me dire que je prends trop de temps à répondre, mais je pense que c'est important. Là, on a une moyenne d'attente de prise en charge de 3 heures, moyenne. Mais quand vous regardez le temps d'attente de prise en charge
pour les P1, P2, il y en a un qui c'est 12 minutes, puis l'autre c'est 1 heure. Fait que pour les cas importants, les gens n'attendent pas tant que ça. Où on a des temps d'attente de prise en charge, c'est pour justement les P3, les P4, les P5. Fait que c'est là qu'on dit aux gens, quand vous avez ce genre de cas-là, vous allez attendre plus longtemps, puis des fois, un autodiagnostic ou d'attendre au téléphone sur le GAP, c'est peut-être mieux. Mais c'est sûr que les cas urgents, on est capable encore, grâce au travail qui est fait, les P1, P2 sont très bien traités. Voilà. D'accord. Ma sous-question est de savoir les taux d'occupation des urgences. Vous parliez tout à l'heure de la propagation des virus qui est plus importante dans certaines régions que dans d'autres. Par contre, même quand il n'y a pas de propagation de virus, même quand on n'est pas dans la saison, les régions des 3L, par exemple, Laurentides, Laval, Lanaudière, il y a tout le temps des taux d'occupation énormes. À quoi c'est dû et pourquoi ce n'est pas corrigé? C'est quoi le problème? Bien, là, ça en est dans la technique. Là, je vous en donne un des facteurs, c'est le fameux NSA. OK? Quand je vous dis que l'essentiel de nos NSA, là, donc les niveaux de patients, on appelle ça le niveau de soins alternatifs, qui ont été traités à l'hôpital, mais qu'on n'est pas capable de sortir de l'hôpital, donc sont aux chambres à l'étage. OK? Ça, là, je pense que c'est un de nos plus gros problèmes pour aider les gens à l'urgence de pouvoir monter leurs patients à l'hôpital. Les plus hauts taux de NSA, là, en ce moment, ont monté jusqu'à 16 %, on devrait être à 8 %. La différence entre être à 8 % de NSA puis 16 %, là, c'est 1000 chambres. C'est 1000 patients qui attendent sur une civière. Et je vous dirais que les 2 tiers de ces gens-là sont dans le Grand Montréal. Les 3L puis le Grand Montréal. Fait que c'est là qu'il faut... Et c'est pour ça, on a construit des CHSLD, rénové des maisons, construit des maisons des aînés, mais pas à Montréal. Alors donc, oui, on a trouvé des solutions ailleurs, mais en ce moment, mon problème, c'est un achat de place. Et c'est pour ça que là, on a dit c'est tellement urgent qu'on va continuer à faire du gré à gré, ce que j'aime pas faire, je l'ai dit tantôt, pour acheter des places, pour qu'on soit capable de sortir nos patients pour être capable. Ça, c'est très structurant, ce que je dis là. Fait que je pense que c'en est une mesure concrète. Puis là, on est en train de travailler justement à Laval, Lanaudière, comment on va faire pour... C'est un peu ce qu'on vient de faire dans la région de Québec où on voit que ça fonctionne très bien. Prochain micro. Oui. Bonjour à vous trois, Andy Saint-André de TVA. Merci de mettre votre masque. Ben, ça fait plaisir. Là. Je suis comme pas trop sûr. Je filais weird depuis 2 jours, comme on dit. Fait que là, ça va. C'est mieux d'être sûr que désolé. Voilà. Première question. Je vous ai bien entendu P4, P5. Il y a encore énormément de gens qui vont à l'urgence. Mais en même temps, lorsque ces gens-là, parfois, veulent prendre rendez-vous sur Clic Santé, il n'y a pas de disponibilité. Il n'y en a pas de disponibilité. Fait qu'ils se rabattent à l'urgence. Fait que c'est quoi la solution? Bien, M. Saint-André, c'est exactement ce que j'ai dit tantôt. Puis je vais le répéter parce que c'est sûrement pas clair. C'est pour ça que moi, je suis en train de dire au docteur Amiot, les médecins, nos omnis, comme on les appelle, là, ils ont fait un boulot extraordinaire de prendre 800 000 patients de plus depuis 1 an. On avait demandé 500 000, ils en ont pris 800 000. Merci beaucoup, puis on apprécie. Malheureusement, ce que j'entends souvent, c'est que les gens disent maintenant j'ai un médecin ou j'ai accès à une clinique qui m'a été identifiée, mais je ne suis pas capable de le voir. Fait que moi, la prochaine étape, là, je veux dire le 2.0, c'est comment on peut enlever les bloquants. Est-ce que c'est une question d'honoraire? Est-ce que c'est une question, je ne sais pas, là, mais le meeting qu'il y a en ce moment avec les omnis cet après-midi, là, en sortant des bloquants qui ont été identifiés en amont de l'hôpital, c'est comment on règle ces problèmes-là. Parce que, oui, il y a eu une prise en charge, mais elle ne s'est pas encore convertie, selon moi, à un nombre de rendez-vous pour avoir un impact sur les urgences. Est-ce que je suis clair? Fait que c'est pour ça que moi, je décortique mon problème en 3 processus. Les autres font le maudit bonne job à l'urgence, mais en ce moment, là, c'est en amont que je ne suis pas sûr qu'on a tout fait les leviers qu'on pouvait faire. Je comprends. Vous avez parlé, M. Dubé, tantôt de PL15. Question. Est-ce que, et là, cette question-là me vient de notre collègue à Québec, Alain Laforêt, je vais être certain de bien la citer. Est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour mettre en place Santé Québec, nous dit-il, avec les primes et les assouplissements accordés? On a vu ça, là, entre autres, dans les dernières heures avec la F3S CSA. Pas surpris que la question vienne de M. Laforêt, là. Mais je ne répondrai pas. Écoutez, vous savez ce qu'on a demandé
comme condition. Je pense que vous savez pourquoi je ne veux pas tout à fait répondre, parce que notre médiateur, les médiateurs, là, autant du côté du Front commun, mais surtout au niveau de la FIC, nous ont demandé de ne pas faire de déclaration. Puis je pense que c'est important de respecter le processus, autant de négociation ou de médiation qui est en cours, que le processus de vote qui va prendre place dans les prochaines semaines par notre personnel. Alors moi, ce que je vous dirais, on a été très clair dans nos demandes, parce que j'ai souvent dit, PL15, c'est une chose, c'est les leviers, c'est les changements dans la gouvernance, mais les conventions collectives, c'est tout aussi important. Donc, je comprends la question de votre collègue, mais la réponse, c'est laissons nos employés, avec leurs syndicats, faire leur travail d'analyse, puis je suis certain qu'on va s'en aller vers une solution, puis je suis très à l'aise avec le processus. Merci. Bonjour, Louis-Philippe Bourdeau de Nouveau Info. Vous parlez de bloquants. J'ai parlé avec la docteure Ariane Moret récemment qui citait les lits fermés en raison du manque de personnel. Je serais curieux de savoir si vous aviez un dernier bilan peut-être provincial sur le nombre de lits fermés parce qu'on manque de gens pour s'occuper des patients qui seraient soignés dans ces lits et à quel point ça contribue en ce moment à la situation, à l'engorgement aux urgences. Et je m'essaie, mais dans la direction où les négociations vont, les primes, est-ce que vraiment ça pourrait régler ce problème? Je m'essaie. La deuxième partie de la question, vous l'avez gaspillée pour rien parce que je ne répondrai pas, mais c'est correct. Vous avez le droit de le demander. Sur la question, est-ce que le docteur Murray, qui est ce qu'on appelle dans notre jargon une DRMG, hein, c'est ça, là, c'est la DRMG pour le Grand Montréal. Premièrement, j'en profite pour la saluer parce qu'elle fait un excellent boulot, docteur Murray. Moi, je vous dirais que c'est sûr qu'avec ce qu'on a demandé, puis j'irai pas plus loin que ça, c'est sûr que ça peut nous aider avec une meilleure organisation du travail, d'être capable d'ouvrir des lits qui sont en ce moment. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, si j'avais plus de lits à l'étage, comme par exemple pour les NSA, ben je vous ai dit tantôt, là, de passer de 16% à 8%, là, c'est au moins 1000 lits. C'est énorme. On a en ce moment au Québec 17 000 lits. C'est ça notre potentiel. Fait qu'imaginez-vous, j'en ai 1000 en ce moment que je ne suis pas capable de me servir. Fait que c'est un peu ça. Puis ils sont principalement dans la région de Montréal. Fait que comme dans la région de Montréal, je ne construis pas des maisons des aînés, ben il faut que je me retourne vers d'autres méthodes. Et ça, c'est de l'achat de place. Alors, donc, juste pour être certain, vous n'avez pas de chiffre pour la province en termes de lits fermés? De lits fermés, je vous dirais que j'en ai à peu près 2000 au total. Là. Mais dans la grande région de Montréal, c'est surtout là que ça nous fait mal. J'ai une question de mon collègue de Québec. Encore? Vous avez cité, je pense, oui, de Québec, qui se pose la question, vous avez cité Chaudière-Appalaches dans l'achat de gré à gré des lits. Quand on regarde les taux d'urgence en ce moment dans Chaudière-Appalaches, c'est à 143 %. Combien de temps vous donnez pour voir un impact sur l'achat de ces lits de gré à gré? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution alors qu'on voit que les taux n'ont pas diminué, au contraire, ont augmenté dans les... Ben écoutez, je l'ai dit tantôt, ça va jamais assez vite, là, mais quand on est capable de... Puis tu sais, moi j'ai toujours dit ça, là, chaque pourcentage est à peu près 200 lits, ça fait une grosse différence parce que je fais juste regarder à l'Hôtel-Dieu, il y a quoi, il y a 60 lits ou civières, je sais pas, là, c'est quand même assez important l'Hôtel-Dieu de Lévis. Imaginez-vous, là, si vous êtes capable d'ouvrir 50 lits en NSA dans la région, le principal hôpital, je dirais Appalaches et l'Hôtel-Dieu de Lévis, je vous dirais que ça peut faire une très... Ça n'a pas l'air gros en termes de nombre absolu, mais en termes d'impact sur cet hôpital-là, ça a un gros hôpital. Un gros impact, pardon. Il va falloir être patient parce qu'il n'y a pas d'impact en ce moment. Là. Ben, écoutez, on vient d'acheter les lits, là. On vient d'acheter les places. Alors, le temps que les personnes soient transférées, etc., ça prend quand même un certain temps. Là. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Marie-Ève Cousineau, du Bonjour. Savoir. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les bloquants? T'sais, parce qu'on en parle souvent là, des problèmes. Quels sont les bloquants? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour, comme vous dites, les enlever? Là? Donc, donnez-moi des exemples concrets là, pour les gens à la maison. Oui, fait que, un des enjeux qu'on parle souvent, c'est la surcapacité. Donc, si on est à 200% à l'urgence puis qu'on est à 100% sur les étages, est-ce qu'il y a moyen de monter à 110% sur les étages? Alors, les bloquants, il faut que ça soit sécuritaire pour les patients. Il faut qu'on protège les infections. Il faut qu'on soit capable d'avoir quand même des structures physiques pour que les patients puissent être dans les
corridor d'étage versus le corridor d'urgence, il y a quand même des accommodations qu'il faut faire. Il faut qu'on ait le personnel, il faut qu'il y ait des moyens de communication parce qu'on rajoute des gens où est-ce qu'il n'y en a pas en ce moment, fait qu'il ne faut pas juste les perdre dans l'hôpital. Il faut s'arrimer aussi avec les équipes traitantes, avec les médecins. Alors, c'est beaucoup de choses qu'il faut qu'ils soient faites. On en parle longtemps. On voit que ça a vraiment été essayé d'être appliqué pendant le temps des fêtes. Ça a fonctionné à certains endroits, ça ne fonctionne pas partout. Une autre mesure qu'on essaye, c'est de s'occuper des patients qui passent la nuit à l'urgence pour voir un consultant le lendemain matin. Est-ce qu'on peut s'arranger pour qu'il soit vu dans une clinique en dedans de 24-48 heures? On le sait qu'un rendez-vous dans un mois, ça ne fait pas le travail. Le patient ne peut pas attendre à ce moment-là. Ils sont quand même très malades. Donc, est-ce qu'on peut avoir des plages horaires? On peut-tu avoir des cliniques? On peut-tu s'arranger pour qu'il y ait des équipes médicales qui voient les patients avec le personnel qualifié pour les faire sortir le soir puis qu'ils ne passent pas la nuit à l'urgence. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on travaille. Comme M. Dubé le mentionnait aussi, est-ce qu'on peut envoyer les patients à la maison 2-3 jours plus tôt au lieu de les faire attendre à l'hôpital pour un ultrason, pour une résonance magnétique, pour répéter un test sanguin? On peut-tu les envoyer à la maison plus tôt, mais s'arranger pour que quand ils reviennent dans 2-3 jours, ils ne fassent pas juste voir le test, qu'il y a une évaluation médicale ou infirmière ou des choses comme ça. Fait que ça, je vous parle des mesures de flot hospitalier. Là, ça, c'est là-dessus qu'on va mettre beaucoup d'emphase dans les prochaines semaines, mais c'est sûr qu'il y a des choses à faire. Il y a des milieux que ça fonctionne bien, puis il y en a d'autres ça fonctionne moins bien, effectivement. Puis pour compléter, juste parce que c'est important, parce que souvent on se dit, mais comment ça fait que vous connaissez la recette et pas appliquée? Hein? C'est simple, là, ce que je dis là. Puis je pense que c'est notre prochain job, ça. Parce que là, depuis 1 an, là, il y en a eu beaucoup de recommandations, puis je peux trouver ça frustrant pour eux, parce que on a l'impression qu'on sait ce qu'il y a à faire, mais ça n'arrive pas. Fait que là, c'est ça que j'ai demandé à M. Delamare. Là. Il est là depuis le mois d'octobre. Là, on a vécu une période encore plus difficile avec le temps des fêtes. Là, ils sont où les bloquants? Puis qui a les leviers? Ça veut dire que des fois, c'est le DSP, le directeur des services professionnels. Lui, il sait que le bloquant, c'est telle chose, mais c'est-tu lui qui a le levier ou c'est son PDG qui peut faire une différence? Et là, c'est ça qu'on va suivre beaucoup plus proche. Et c'est ça que j'appelle une approche opérationnelle. C'est pas au ministère que ça va se régler, ça. C'est pas une question d'orientation, c'est une question d'opération. Alors, c'est pour ça que je vous fais le parallèle avec Santé Québec. Moi, à mon niveau, le Santé Québec, il est déjà parti. C'est déjà parti. Puis ce genre d'arrimage-là des opérations, là, tu connais le problème, tu connais la solution, c'est qui peut faire arriver ça plus vite? C'est ça que j'appelle un bloquant et un levier. 10 000 visites par jour, ça ne correspond pas au nombre de visites pré-pandémiques. On a déjà fait face à ça là, dans les urgences? Oui, au début de 2020, on parlait d'à peu près 11 000 visites par... Ça, c'est avant la pandémie. Imaginez-vous où on serait aujourd'hui si on n'avait pas fait les mesures de prise en charge, si on n'avait pas fait les mesures de gap, si on a tout ça, là, on serait-tu à 13 000, 14 000 visites par jour? Alors, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, on est à 10 000. On était, il y a quelques mois, quand on est en dehors de notre période difficile, là, notre saisonnalité, la moyenne d'année est à 9 200. Vous le voyez dans les chiffres que je vous ai envoyés. Fait que je pense qu'il faut continuer. Je vais revenir avec ça beaucoup dans les prochains mois. Moi, ce que je veux, c'est nous baisser à 8 000 pour que quand arrivent des mauvaises périodes comme celle qu'on vit, mais qu'on soit capable pendant un certain temps de vivre avec 9 000 puis 10 000. Mais vieillissement de la population, là, c'est pas théorique. Là. En ce moment, il y a 1,5 million de personnes âgées de plus de 75 ans. Dans 2030, c'est pas loin ça, dans 7 ans d'ici, là, il va en avoir 2,3 millions. À chaque année, donc depuis 2020, il s'en est rajouté 75 000 par année. Puis je suis en train de vous dire que c'est eux qui viennent aux urgences de plus en plus. C'est normal. Alors, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une augmentation de la population très importante. On a mis des mesures qui ont fait baisser ça, mais ce n'est pas encore assez bas pour que 80% du temps soit dans des bonnes circonstances. C'est ça qu'on doit continuer à faire. Mais... On veut pas, je m'essayerais juste pour une dernière, le taux de vaccination d'influenza chez les 75 ans. Oui, ça, j'aimerais ça. Dr Boileau, j'ai oublié d'en parler tantôt. Allez-y donc, s'il vous plaît. Madame Cousineau, c'est votre question? Le taux de vaccination des 75 ans et plus, là, influenza, COVID, en tout cas ce que vous avez. Là. Oui. Il me glisse les réponses, là. Mais non. Mais non, c'est une joke, excusez. Mais, bon. Pour l'influenza, actuellement, on est autour de 60%, pratiquement 60% pour les 70 ans et plus.
au Québec, globalement, dans nos CHSLD et nos RPA, on est beaucoup plus élevé que ça. Les CHSLD, on est au-dessus de 80-85 %. Dans les RPA, on s'approche du 75 %. Donc, c'est très élevé. Pour la COVID, c'est un peu moins, mais il faut dire que les gens, quand on invite une vaccination de COVID, on vérifie s'ils l'ont faite dans les dernières semaines, les derniers 3 mois. Alors, s'ils l'ont faite, on ne leur donne pas parce que ce n'est pas utile. Et c'est ce qui fait en sorte que pour la COVID, dans la population de 70 ans et plus, on est à autour de 56 %. Donc, nous, on atteint nos objectifs, là. Mais le point, c'est que les personnes qui sont à risque de plus de 70 ans surtout devraient être vaccinées et il n'est pas trop tard pour aller en tirer bénéfice. La COVID va continuer à se transmettre et l'influenza aussi, la grippe. Donc, c'est vraiment important que les personnes de 70 ans et plus soient protégées. C'est notre groupe le plus vulnérable. Il y en a d'autres, là, bien sûr, mais on insiste beaucoup à nouveau là-dessus. Mais, Dr. Boileau, c'était pas de vous soulever la réponse, mais la question que je voulais vous poser, c'est, je pense qu'on a assez bien réussi dans la vaccination, entre autres, dans les RPA puis dans les CHSLD. Oui. Je pense que dans la population en général, pour les personnes âgées, on n'a pas encore atteint les cibles qu'on voudrait. C'est un petit peu ça que... Oui, effectivement, vous faites bien de le souligner, c'est-à-dire, ça vient d'être très bien dit, on a très bien couvert nos groupes là où ils sont très à risque, en CHSLD, en RPA, parce qu'ils sont ensemble et ils peuvent contaminer puis évidemment être exposés à cela. Mais dans la population en général, c'est insuffisant. Les 70 ans et plus, là, on n'a pas encore 50 % dans la population en général, et ça, c'est comme pas vraiment acceptable qu'un groupe si vulnérable ne puisse pas aller chercher un bénéfice si facile à obtenir, si bénéfique et si protecteur pour eux, pour les éviter d'être malades et d'aller attendre dans les hôpitaux ou être traités ou en mourir, puisque nous avons encore des cas de mortalité pour ces maladies-là. C'est certain, on en a. Alors, il faut être capable d'éviter cela. Vous avez mentionné 60 50 le 60 c'est pour à la fois les 70 ans et plus avec les CHSLD. C'est ça, exactement. Oui. Parfait. Merci. Merci. Dernière question en français. Bonjour, Éric Plouffe de Radio-Canada. Marie-Ève, je pense que tu lis dans mes pensées parce que mes questions portaient sur la vaccination parce que à la mi-novembre, vous disiez qu'il y avait peut-être, en tout cas environ le tiers des personnes âgées de plus de 70 ans qui s'étaient fait vacciner. L'objectif, c'était au moins 60 % avant Noël. Là, vous avez dit c'est 50 %? On s'approche du 50 % pour les personnes qui sont en dehors des CHSLD ou des RPA. C'est ça. Mais ça reste un nombre qui pourrait augmenter. On a beaucoup de disponibilité. Écoutez, je vais vous le dire, là, on utilise à peine autour de 10 % de nos capacités de vaccination. Tout le monde est là, prêt, mais il y a moins de monde qui sont venus dans la dernière semaine du mois de décembre et dans la première de janvier. On est dans la deuxième actuellement. Alors, il y a eu moins d'engouement. Il y a eu une poussée en décembre qui a été réjouissante, mais là, ceux qui ne viennent pas, on les retrouve là, après à l'urgence en se disant « j'aurais donc dû ». Tu sais, des « j'aurais donc dû », là, on en entend. Ça, c'est un message très clair, Dr. Boileau. S'il y a une chose aujourd'hui, là, à part tout ce qu'on discute, ces urgences, si les gens avaient à se questionner s'ils devraient y aller là, pour nos 65, 70 ans et plus, là. Moi, j'ai demandé à Daniel Paré, qui est notre ministre, là, pas plus tard que ce matin, de s'assurer qu'il n'y a pas une personne qui se fait refuser dans un centre de vaccination, même si elle n'a pas de rendez-vous. Parce que souvent, les personnes âgées, ou peu importe, mais ils vont dire, moi, j'ai peut-être pas quelqu'un pour m'aider à prendre mon rendez-vous sur Clic Santé. Je vous le dis, là, on a passé un message très clair au réseau ce matin, puis je suis content que vous ayez la question. Si vous voulez aller vous faire vacciner, vous n'avez pas de rendez-vous, allez à votre centre de vaccination, puis ils vont vous prendre. Brièvement, là, pour reprendre vos termes, là, les bloquants, quels seraient les bloquants auprès de cette population-là? Pourquoi, si comme on sent une réticence? Bien, je vais m'essayer, puis Dr. Boileau, vous compléterez, là, mais je pense que lorsqu'on s'est fait vacciner 4 fois, 5 fois, 6 fois, particulièrement pour la COVID, on se dit, écoutez, j'étais assez vacciné, mais malheureusement, ça revient. Moi, je suis encore, je pense que j'étais allé à 6 fois, là, je suis rendu à 6 fois au mois de novembre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est pas juste la COVID, c'est l'influenza, et c'est ça qui nous fait le plus mal en ce moment. Dans les urgences, je dis pas que la COVID, c'est pas important. Citez-moi pas, là. Mais je dis juste qu'en ce moment, notre plus gros problème, c'est l'influenza. Et
on est capable maintenant de se faire vacciner pour les deux en même temps. Moi, quand je suis allé au mois de novembre là, pour reprendre, j'ai eu les deux bras, puis COVID et influenza. Fait que nos centres sont là, les gens nous attendent pour le faire. Alors, je vous dirais, allons-y. Allons-y. Puis je peux me permettre, sur le terrain, qu'est-ce qu'on voit, là, c'est que les personnes âgées qui ont l'influenza ne sont pas nécessairement très malades, mais ils deviennent trop faibles et se mettent à chuter à la maison. Il n'y a pas vraiment de complications, mais si vous venez à l'urgence, ça fait 3 fois que vous chutez en 24-48 heures, on ne peut pas vous retourner à la maison. Fait que c'est là que vous achetez une hospitalisation de quelques jours. Puis ces genres de choses, on se dit, c'est pas grave, mais ça rajoute, c'est difficile pour les patients de passer plusieurs jours à l'hôpital pour ça, puis c'est complètement prévenable. Donc c'est pour ça que la vaccination est importante. Surtout, c'est ce groupe-là, parce que encore là, les jeunes en santé, on a l'influenza, on passe à travers, mais quand on est un petit peu plus fragile puis qu'on attrape l'influenza, c'est là qu'on s'achète des hospitalisations. Merci. On va essayer d'aller assez rondement avec les questions en anglais. Premier micro ici. Hello, Sid Banerjee with the Canadian Press. Question for you, Minister Dubé. You had mentioned in French that your message in December about avoiding ERs maybe didn't go as well as you had anticipated or wasn't reached the way you wanted it to. Can you talk about the criticism? Are you concerned that it was it warranted? Do you think that the messaging needed to be better? Well, I think when we came in December, we were clear that we were expecting to be difficult. The bad news, it was difficult. I mean, there is no. I don't think it's a question of message. It's a question that, and that's the reason we're publishing some statistics today, very clear to see that the goodwill of the people that we're receiving are older, they are in greater number, absolute number, and you've seen that table that we've made available. So I think that the second message is that it's going to be difficult also for the next 2 months. That's exactly what Dr. Boileau has said, because maybe COVID is not as bad, but influenza is still going up. It's still going up. And if there is a clear message on influenza, vaccination is still a possibility because we have only almost 50% of the population that is more vulnerable than above 65, 70 years old that could be vaccinated. A difference of 10-15% make a huge difference at the AR. So two messages. It was difficult, but it's going to continue to be difficult in the next few weeks, few months. So let's make sure that we protect ourselves, either in prevention or vaccination. But in terms of avoiding the ER, is that something that you thought was taking the wrong way? Sure. Yeah, first of all, every time we ask people not to come to the emergency, we also mention that if you feel sick, if you're not well, we are there for you. We're sorry if that wasn't clear, but people have to understand we are there for the sickest patients all the time, 24/7. Secondly, most people making those comments are from other provinces, Ottawa, Vancouver. I don't think they're facing 200 and 250% congestion. I don't think they have waiting room of 110 patients, and they don't see 50% of their waiting room leaving without seeing a doctor. So yes, it's definitely not something we want to see when you're 100 and 120%, but in face of the congestion we're facing right now, we decided to ask everybody to help us a little bit. We made that message to the population. The people, I can tell, emergency doctors agree with the comments that it's not by having less viruses in the waiting room we're going to decrease the occupancy of beds in the emergency, but it's part of what the population can do to help us. In the meetings, we talk about flow of hospital flow. How can we take people out of bed? How can we treat people without using a bed? Can we get them out of the hospital faster? What can we implement so that we have more access to bed? Those are the discussion we have in our meetings. But yes, we did pass on. We just asked the population to help us a little bit too. On va aller au prochain micro ici. Thank you. Matt Damel from CBC Montreal. Monsieur Dubé, the question is for you. P4s and P5s, you brought up these cases, and a question came up in French about alternatives to going to the ER, and the fact that people might hear the message to not go if it's not too serious, but they can't necessarily get an appointment on Clic Santé. You mentioned the fact that, it sounds to me, and correct me if I'm wrong, that more family groups, medicine and family groups, have taken more patients, but you are not seeing a high enough increase proportional to that of more appointments being taken. Can you elaborate on that and what you want to see happen? Well, that's the reason that right now, as we speak, there is a meeting with the FMOQ to look at
how we can better explain to the population what is a P4, what is a P5, to make sure that if they think they need to go to the emergency, they go, as Dr. Boucher has said. But I think we need better to communicate. That's one of the discussion that is taking place par les médecins de famille générale. And second, how, because we've put in place the GAP to make sure people can phone and get some information, but I think that we need to do better, and I'm saying I think the MD, the GP, the general practitioner, they do a good job, but I think we need to prove to the patients, to the Quebecers, that now they have a doctor, they have been identified or associated with a JMF, but they can't take this appointment. And right now, that's the problem. They say, I have that doctor, but I cannot make my appointment. So their solution is the ER. So I think those are the discussions that we're having. So we increased la prise en charge, but we have not increased the number of appointments, and this is the discussion that is taking place right now. What do you think the issue is here? Is it that people are not contacting the GAP and trying to make those appointments, or that they are trying to and there are no spots available? If I may say, there's really three group of people. I think there's the one who don't try anything and they come to the emergency. That's where we're asking help. But you're completely right. The system needs to do a better service for those P4, P5s who've tried. Patients tell us, it's been 3 weeks I'm trying to see somebody get some advice and they are failing and then they end up in the emergency. That group, we need to do it better, and I'm glad to hear that Monsieur Dubé is working on the process, because it's not the population's fault. We need to do better. And finally, there is some P4, P5s who absolutely need to come to the hospital. They're not critical. They have oncology issues. They've been operated on. They're followed. It's not major, but they need to come to the hospital because that's the setup for them. So we have to temper, but yes, we need to do better to service them because there is problem and we need to answer their questions. Excellent. OK. C'est-tu? OK. Ruby Prodka, Sherbrooke Record. Thanks for taking our questions. I mean, correct me if I'm wrong here, but I think it's safe to say that a lot of people who go to emergency rooms for lower priority health issues, if they had a family doctor, they would speak to their family doctor first, but they don't have one. I've been on the waiting list since I moved here in 2016, but anyway, that's beside the point. What is being done right now to reduce the length of family doctor waiting lists? Yeah. But as I mentioned, a year ago, we had over, 1.2 million people that didn't have a family doctor or being associated with the JMF. In the last 13, 14 months, 800,000 have been taken care of. Unfortunately, I can see you have not been. But since then, a lot of people have registered themselves. So that's good news because people now believe that one day they will have either a doctor or a JMF. And that's one of the things that's the reason I thank the GP, because they've done a good job. The second goal is to make sure that they take their patients and we have them certain ratio. How long are you able to service them in 36 hours when this is important? So this is the next step, and that's one of the things that we're discussing with them. Not only you have committed to them, but can you commit to them that when they call, and if it's an important thing, that you can take them in 36 hours so they don't go to the emergency. So those are the discussions that are taking place. And there will be a clear follow-up from my team over the next few months on that. And my other question is for Dr. Boucher. You mentioned that the emergency room situations in other provinces were maybe not as difficult as what we're experiencing here. What are some of the issues that make the situation here more difficult than in other parts of the country? I think we would need an extra hour to go over that subject. Probably. But we have to go with what's going on right now. The goal is to improve. Right now, we're not doing good enough. It's very hard for the patients, very hard for the doctors.
a lot of things have been identified. We're talking about, I mean, a lot of things are not the same in other provinces. We don't have the electronic system. We don't have the communication. We have to work as teams better. So there's a lot of things that needs to improve. With the cellule, we're trying to improve things. There's things we want to do before the next 2 months because that's where we know that the viruses are coming. But I can tell you some people on the committee, which hopefully, like maybe I won't be a part, but it's to improve the overall flow over the long term, and those are different issues. But yes, we need to catch up to other provinces on many things, and it's an everyday job, unfortunately. And just a clarification, one of you, I'm not sure if it was Dr. Boucher or Dr. Boileau, sorry about that, mentioned that there were like 50 new flu hospitalizations each week, which is at the same level as COVID. Did I understand that correctly? Right. Well, may I? Just for some numbers, beginning of December, for a week, we had 50 hospitalization. I'm giving round numbers, so 50 for the first week, then 100, 150, 200, 250. So it's moving up. Those are the patients that are hospitalized because of the influenza. As Dr. Boucher said, we need to keep some of the people that to keep them at the emergency room, not necessarily hospitalized. So there's been around 1,500 last week that were diagnosed with influenza. So the numbers are moving up, and it's challenging for the physicians, of course, and all the teams at the emergency rooms. So this is something that could be avoided with some measures to be careful and also to be vaccinated, and especially for the ones that are at risk, and namely elderly people over 70. Dan Spector from Global News. Mr. Dubé, you guys are saying that a lot of the people who are going to the emergency room right now are seniors. Why not devote more medical teams to visit them at home? Like CIAD in Verdun with Dr. Deschênes is doing, and she says that you have blocked CIAD, or the government has blocked CIAD from expanding. So if I may just say, that's one of the projects of the cellule de crise we're talking all the time, and it's more of a medium long term, but definitely that needs to be improved. But right now, especially with the resources we had over the Christmas holidays, that was not something that was possible, but it's definitely a midterm solution. There's a lot of things I think Madame Boulanger was talking. Bélanger was working on all the CIAD, the paperwork, and making sure there's more time with the patient, but it's definitely something that's going to be worked on in next year, we hope, because that's going to actually, you're right, it will improve the congestion in emergencies. Yes. No, that's totally agree with that. But I was just curious about the allegation that Dr. Deschênes has made recently that the government has blocked the expansion of that program. Well, there is a debate, but when I called earlier, we know the solution, but there are some blockers, and what are the leverage that we have? I think the blockers sometimes can be a matter of the fees. Is there a preference for fees being at the hospital instead of at home? So that's the reason when we know what we have to do, now we say, what are the blockers and who can solve those blockers? Would that be, for example, at La RAMQ that the rate should be changed? We're going to be very clear on that. If that's the solution, and I think in that case it is a solution, where are the blockers and who can make that solution very quickly? And just one more, also for a colleague, for Dr. Boileau. My colleague's doing a story about Christian Boivin. He's the father of the 15-year-old boy who died of an synthetic opioid overdose in Montreal. He's saying that Quebec needs to do more to raise awareness of synthetic opioid overdose possibility, especially for teens. What do you say to that? First of all, it's such a sad story, and we're deeply concerned about what's going on with that, and especially what this family is living right now is terrible. And we know that since 1 or 2 years, there's been about 15 cases like this one of isotonitazene, which is a product that looks like oxycodone when they received it, because they can ship it through mails or I don't know exactly how it did happen for that special case, terrible one, I insist on. But this is a major concern for us.
the level of cases is moving up in Quebec, as in the rest of Canada. We're different from the west side of Canada. The numbers are 4 or 5 times the ones that we're experiencing here. But this is clearly a priority of public health and also for the government. The minister, Mr. Dubé, but also Minister Carman, announced during the last few months a lot of money, $6 million plus for all the services dedicated to those cases, and in particular for the region of Montreal. So it's a major concern, but we're trying to take all the levers that we have, but it's still something that is undergrounded and difficult to grab. And such a terrible situation for a boy of 15 years old is incredible. I mean, it's something that should not happen, of course. Merci. C'est ce qui... il resterait une dernière question ici. Yes, please. Thank you. OK, dernière question. Scott Press from CTV News. I have a question from our newsroom. What is the biggest block to getting hospital beds open and unblocking emergencies right now? And is there anything that you specifically need to ask staff to do to make that happen? Well, I'll summarize what have been said, because we're missing in the greater Montreal around 1,000 beds to put our emergency at the right level. And we have a program that we put in place just before December to go and buy 500 of them on the private side to make sure that we solve that. So that's a very, very clear and action that has been taking place. So I think that's the first solution. The second solution, when you say, are we missing people? The answer is yes. And I think that I will, hopefully in the next few weeks, what is being negotiated, what's being voted, and what is being taking place under our collective agreement, I think will make also a big difference. But let's look at the process. It's being conducted very well by my colleague at the Treasury Board, so let's hope that we'll have good solution on that side also to get more people to come in. Merci, c'est ce qui complète ce point de presse. Très bien, merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne année.